Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. C'est dans le Grand Nord que nous nous déplaçons aujourd'hui. Le président américain Donald Trump lande sur le Canada et aimerait bien s'approprier le Groenland. L'Arctique constitue 40% du territoire du Canada avec le Nunavut et 70% de nos côtes. C'est là où vivent les populations autochtones, dont 9 groupes inuits du Canada, et c'est sur les territoires partagés entre 5 États. Cette région nordique reste associée dans les médias à la promesse de ressources énergétiques, minières et halieutiques, la possibilité de naviguer grâce au passage du nord-ouest à l'année et le principal témoin des changements climatiques. Les régions circumpolaires restent encore méconnues. Elles sont la proie de conflits internationaux, d'enjeux de gouvernance et de grands bouleversements environnementaux. L'Observatoire de la politique et de la sécurité de l'Arctique organise une conférence titulée « Prédire le futur de la région arctique » à l'École nationale d'administration publique à Québec. Quel sera l'avenir de l'Arctique ? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous allons en Arctique. Nous allons explorer comment les bouleversements actuels, qu'ils soient climatiques, politiques, diplomatiques, affectent cette région nordique et isolée, dont une partie appartient au Canada. Pour en parler, je suis en compagnie de Magali Vullierme, chercheuse à l'Observatoire de la politique et de la sécurité de l'Arctique, l'OPSA. Bonjour. Bonjour. Et rattachée à l'École nationale d'administration publique. Et je suis aussi en compagnie de Mathieu Landriot, qui est directeur de l'Observatoire de la politique et de la sécurité de l'Arctique et professeur associé à l'École nationale d'administration publique aussi. Vous avez co-dirigé un ouvrage, L'Arctique et le système international, sécurité, gouvernance et économie, aux presses de l'Université du Québec. Ça a été le prétexte de l'émission. Pas juste ce prétexte-là, mais le prétexte quand même. Bonjour, monsieur Landriot. Bonjour. Donc, la région arctique subit des bouleversements, des changements climatiques et géopolitiques mondiaux, les rapports de puissance internationaux, les guerres, les appétits pour ces ressources, notamment par la nouvelle administration Trump, viennent mettre encore plus de pression sur cette zone circumpolaire nordique. Le portrait qu'on fait de l'Arctique s'avère pourtant souvent simpliste, alors que la réalité serait plus complexe et multiple, comme je vais le voir avec mes invités. Madame Vullierme, nous parlons donc souvent de l'Arctique comme une région nordique homogène, mais ce n'est pas le cas. Présentez-nous le territoire et ses diverses limites et caractéristiques, donc pour commencer. Oui, effectivement, on parle souvent de l'Arctique comme si c'était un tout uniforme, à l'image de l'Antarctique, oui. Alors qu'en fait, l'Arctique, c'est des multiples sous-régions arctiques qui sont rattachées à des États. Et au sein de ces mêmes États, il y a des différentes régions. Par exemple, si on prend l'Inuit Nunangat, donc qui est l'Arctique canadien, il est composé de quatre sous-régions. Donc on a le Nunatsiavut, le Nunavut, le Nunavik et l'Inuvialuit. Et ces 4 régions sont en elles-mêmes très différentes, puisque le Nunavik, c'est l'Arctique québécois qui est donc rattaché, qui est sous la responsabilité du gouvernement québécois. Alors que le Nunavut a son propre gouvernement. Donc au sein même du Canada, c'est des régions qui sont très différentes et donc qui ont même des approches différentes du territoire et de la gouvernance. Oui, rappelez-nous les 5 États. Les 5 États frontaliers de l'océan glacial arctique. Donc on a les États-Unis via l'Alaska, le Canada, le Groenland qui est pour l'instant rattaché au Royaume du Danemark. Mm-hmm. On a la Norvège via le Svalbard, l'archipel du Svalbard et la Russie. Et à ces 5 États, on en rajoute généralement 3. Donc l'Islande, la Finlande et la Suède. Et la Suède, merci Mathieu. On a tellement l'habitude de les lister qu'on en oublie. Et donc dans les instances internationales de gouvernance, c'est ces 8 États qui sont représentés.
Oui, il y a les limites, des États. Et il y a aussi cet océan glacial arctique là, en haute mer. Et le reste des eaux qui sont finalement intérieures et qui appartiennent aux zones économiques des 5 États côtiers. Exactement. Donc, c'est ça. C'est complexe, c'est ce que j'ai dit. Professeur Landriot, vos recherches portent sur les médias et l'opinion publique quant aux questions de sécurité et de souveraineté arctique, ainsi que de gouvernance arctique. Tout d'abord, que pensent généralement les Canadiens de la région arctique? Habituellement, on la considère, et Magali l'a très bien souligné, la région est beaucoup plus complexe, elle a des sous-régions, elle a des particularités. Par contre, bien souvent, ce que les gens se rappellent, c'est un peu les clichés, c'est un peu une description un peu homogène de la région, une région au climat difficile, glacé avec des ours blancs. Oui, et les clichés que l'on connaît, les images qui sont souvent relayées. Par contre, au Canada, l'opinion publique bien souvent tient à la région arctique, donc il y a un attachement identitaire assez fort envers l'Arctique, bien que la plupart des Canadiens y ont jamais été, et la plupart des Canadiens iront jamais dans l'Arctique canadien. C'est parfois bien plus cher d'y aller que d'aller, par exemple, à Paris. Et donc, souvent, on ressort ces grands stéréotypes ou ces perceptions dominantes reviennent. Par contre, le public canadien y est très attaché et souvent, quand le gouvernement canadien veut faire des investissements, par exemple sécuritaires, en défense, militaire, ça reçoit un appui quand même assez fort de la population canadienne parce qu'on sait qu'il y a un attachement fort à la région. Donc, les investissements qui sont souvent annoncés, ça a été fait dans la campagne électorale présente. Ce sont souvent des annonces qui font consensus auprès de la population canadienne parce que il y a une espèce de consensus où il faut en faire plus, il faut être plus présent, il faut investir davantage dans cette région-là parce que on n'a pas assez investi justement au cours des années. Madame Vullière, vous vous intéressez aux enjeux de sécurité humaine des sous-régions arctiques. Que sait-on des impacts de changement justement climatique, à commencer par l'accélération du dégel du pergélisol sur les communautés qui vivent là, les communautés arctiques? Oui. C'est vrai que c'est un phénomène très, très important des changements climatiques, donc l'accélération du dégel du pergélisol, puisque ça a un impact sur les infrastructures existantes. Or, on sait déjà qu'il y a, en tout cas côté canadien, un gros manque d'infrastructures. Et le pergélisol, c'est le sol arctique. Exactement. C'est un sol qui est gelé sur 2 années consécutives. Et en fait, avec les changements climatiques, il va dégeler sur une profondeur plus importante qu'avant et à une durée aussi temporelle plus importante qu'avant. Et donc là, on a des problématiques de changement de terrain. De changement de terrain. Et puis aussi, en fait, à date, là, les bâtiments sont construits sur des piloris, des gros poteaux, pour leur permettre justement, en fait, de ne pas réchauffer le sol. Et en fait, ces poteaux ne sont pas pensés pour un dégel en profondeur plus important. Et donc, on a beaucoup de cracks dans les infrastructures, des fissures dans les bâtiments, des fissures sur les pistes d'aéroports également. Or, quand on sait, notamment côté canadien, que la plupart de la région ne possède pas de route et que le seul moyen de communication ce sont les avions, eh bien ça crée quand même un problème de sécurité pour l'atterrissage des avions et surtout aussi d'isolement potentiel des communautés du Nord canadien. Oui. Parlez-nous peut-être aussi des liens entre les forces armées et les autochtones dans l'Inuit Nunangat, les patrouilles de réservistes des rangers canadiens. C'est ça, c'est un peu votre projet. Oui, tout à fait. Ça a été mon sujet de recherche de doctorat. Et effectivement, donc c'est des patrouilles de réservistes. Alors c'est important de préciser parce que souvent dans les médias, on ne parle que des rangers inuits dans le nord du Canada, mais dans le sud, il y a d'autres membres des Premières Nations. Donc ce n'est pas que des Inuits, mais en tout cas dans le nord, pour la région qui nous intéresse, ce sont des Inuits. Et ce sont des patrouilles de réservistes qui travaillent avec les forces armées canadiennes et qui sont présents notamment lors des entraînements des forces armées canadiennes et qui font aussi comme de la gestion, par exemple pour tout ce qui est satellite dans le Nord, ils vont vérifier qu'il n'y a pas de bris de matériel, donc ils sont aussi chargés de ça.
des recherches et sauvetages terrestres aussi. Puis ça, c'est une partie qui est très importante pour les communautés. Puis c'est les membres des patrouilles de rangers canadiens disent que c'est pour ça aussi qu'ils font partie des patrouilles, c'est que ça leur donne des outils technologiques pour en fait aller chercher les membres de leur communauté en cas de problème, en cas de blizzard, s'ils sont perdus sur la banquise. Ça leur donne plein d'outils qui leur permettent de soutenir leur communauté en fait. Oui. Est-ce que ça complique les changements climatiques leur travail? Alors oui, dans le sens où comme les changements climatiques rendent le climat moins prévisible, on a par exemple des situations où il y a des blizzards qui vont arriver de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Et même eux, même les connaissances ancestrales, les connaissances autochtones sont un petit peu dépassées par ça. Parce qu'il arrive. Voilà, exactement, ouais. Professeur Landriot, quelle est la diplomatie et la coopération, et là je pense, qui ont cours dans la région arctique, et peut-être des obstacles dont vous parliez. Je pense au discours de Mourmansk de Gorbatchev en 87, ce qui ne nous rajeunit pas. Donc, Oui, il y en a de la coopération, puis Magali parlait de la coopération entre les forces armées canadiennes, les Rangers, les populations inuit dans l'Arctique canadien. Il y a aussi une coopération entre des groupes qui représentent des populations inuit et les États, au Conseil de l'Arctique, par exemple, qui a cours. Il y a d'autres ententes aussi qui ont été signées. Je pense que bien souvent aussi, un des clichés qu'on entend, c'est que l'Arctique est une région qui s'ouvre, mais que c'est un peu... on fait le lien avec le Far West pour dire le Far North. Le Far North. Le Wild North, pardon, pour dire il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'ententes qui sont en place. Il y en a beaucoup d'ententes qui sont en place en droit international, qui ont été signées par les États de longue date aussi. Les États jusqu'à maintenant suivent ces règles. On va voir si ça va continuer dans le futur, mais pour la plupart suivent les règles. Les groupes autochtones sont inclus, mais quand même d'une manière un peu secondaire au Conseil de l'Arctique, qui sont présents autour de la table, mais c'est pas des États, donc ils n'ont pas le droit de vote, mais ils ont voix au chapitre. On va voir aussi avec le Groenland si on va assister à l'indépendance d'un premier État inuit, gouverné par des Inuits, ça reste à voir. Oui, je parlais tantôt des limites. Je pense que certaines des limites ont à voir dans le développement des ressources, mais aussi la navigation. Fait un lien avec ce que Magali a présenté, de dire le changement climatique complique la donne. Oui. Pour les communautés locales, c'est la même chose pour la navigation. Moi, je pense que l'image que les gens ont, c'est que il y a réchauffement climatique, donc la navigation va être plus facile. Parler à n'importe qui de la marine canadienne ou de la garde côtière qui a navigué dans ces eaux-là au Canada, ils vont tous vous dire que la navigation est beaucoup plus complexe maintenant qu'elle était il y a 10 ans ou il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, par exemple, on savait exactement où se trouvaient les icebergs, on savait exactement où se trouvaient les formations de glace. Là, maintenant, avec le réchauffement, un gros, si on veut prendre une image un peu simpliste, un énorme iceberg s'est segmenté en plusieurs, si on peut dire plus petits. Oui. Mais certains de ceux-là sont dérivants, donc ils sont à la dérive, donc on ne sait jamais à une certaine date précise où se trouvent ces glaces dérivantes. Donc, un peu l'image simpliste, c'est de dire le réchauffement égale navigation plus facile. Pas vraiment. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, mais jusqu'à maintenant, ceux qui naviguent dans ces eaux-là nous disent tous, presque avec unanimité, c'est beaucoup plus difficile de faire des prévisions de comment on peut naviguer puis briser la glace. Oui, surtout à l'année longue, parce que c'est ça, c'est qu'on entend parler que le passage du Nord-Ouest allait être libéré des eaux tout le temps et qu'on pourrait justement faire plus de commerce, envoyer beaucoup de choses dans l'Ouest canadien, que ça soit une route plus passante. Mais finalement, pour l'instant, on n'en est pas là. Et pour certains, c'était même de connecter, par exemple, les économies de l'Asie de l'Est, en Chine, Japon, Corée, avec la côte Est américaine ou l'Europe. Et non, on n'en est vraiment pas là. Il y a peut-être dans l'Arctique russe, avec la route maritime qui s'ouvre là-bas, parce que
ça réchauffe davantage dans cette partie-là de l'Arctique, qui est aussi une sous-région. Il faut regarder, les sous-régions sont différentes. Ça s'ouvre un peu, mais même là, les titres souvent sont plus accrocheurs, de dire il y a 5 fois plus de transit dans ces passages-là, par exemple dans l'Arctique russe, qu'il y a 5 ans. 5 fois plus, si on partait de très très peu, 5 fois un petit nombre, ça reste quand même un petit nombre. Oui, entendu. Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame William, parlez-nous des pistes de collaboration canado-françaises face aux nouvelles menaces sécuritaires et climatiques dans l'Arctique canadien. Oui, alors effectivement, la France a un historique polaire, on va dire, avec de nombreux explorateurs, qui fait qu'on est quand même, parce que je viens de France, vous avez dû l'entendre, on est quand même de nombreux chercheurs en France à avoir embrassé la recherche polaire, donc que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Donc il y a vraiment un gros pool de chercheurs spécialisés sur le Nord, alors même que nous n'avons pas de Nord. Et les pistes de collaboration avec le Canada sont assez intéressantes à regarder, surtout avec les nouveautés géopolitiques qui se passent. Je sais que ça vous motivez comme jeune étudiante justement de vous intéresser à l'Arctique et au Nord. C'était cette collaboration-là. Oui, c'est ça. Et puis moi, ce que j'aime dans cette région, c'est qu'à date, il n'y a pas eu de conflit armé pour aller chercher des territoires. Et c'était vraiment tourné sur la collaboration scientifique. C'est pour ça que le Conseil de l'Arctique a été créé en 1996. C'est pour la collaboration scientifique avant tout. Et je pense que la France et le Canada pourraient éventuellement donc être amenés à collaborer un petit peu plus encore, parce qu'il y a énormément de recherches qui sont déjà faites entre Français et Canadiens, mais c'est vrai qu'elles sont pas forcément publicisées, puisque les chercheurs sont quand même assez discrets généralement dans leur travail, et je pense que on pourrait gagner à collaborer un petit peu plus. Côté militaire, il y a par exemple aussi le groupement militaire de haute montagne, qui est un groupe d'élite de l'armée de terre française, qui vient s'entraîner aussi au Canada et qui a fait des entraînements avec les Rangers canadiens, qui a participé aussi à certains des exercices Nanook qui ont lieu tous les ans dans le Nord. Donc il y a des choses qui se font. Et on pourrait faire plus. Oui, à l'heure où on commence à peut-être se détourner de notre voisin américain et à lorgner plus vers l'Europe. Justement, professeur Landriot, quel est l'avenir du Conseil de l'Arctique, justement à l'heure de la guerre en Ukraine et des désirs d'appropriation des États-Unis sur le Groenland, et même sur le Canada, mais sur le Groenland surtout. Oui. Oui, puis je dirais, c'est un cliché de dire que le Conseil de l'Arctique était un carrefour, là, était un moment décisif, parce que je pense qu'il a été là depuis plusieurs années, mais c'est encore le cas, je crois. Oui, la coopération est difficile. Je pense que ce que Magali soulignait est très, très vrai. C'était à propos de la coopération scientifique et environnementale, bien souvent au Conseil de l'Arctique. Ça a créé des beaux succès, des ententes, des projets coopératifs. Ça permettait aussi d'inclure les groupes autochtones et des États non arctiques. On parlait de la France, mais aussi d'autres États. Plus difficile maintenant. Je pense que l'Arctique est simplement c'est global qui est plus difficile, où on voit un repositionnement en ce moment assez clair. C'est à noter, dans le Conseil de l'Arctique, on demande aux observateurs de respecter la souveraineté des États arctiques et du droit international en général. C'est pour ça qu'on a suspendu la coopération, entre autres, entre les 7 États arctiques et la Russie. Parce qu'à la suite de son invasion massive de l'Ukraine en février 2022, la question se pose en ce moment à savoir comment le Conseil de l'Arctique va évoluer si se passe quelque chose avec le Groenland, avec les États-Unis, s'il y a musclé ou une intervention militaire qui va contre le droit international, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour les États, par exemple l'État canadien, mais aussi les autres gouvernements norvégiens, etc., comment on prend acte d'un tel développement en se disant qu'on a suspendu la coopération au Conseil de l'Arctique avec la Russie,
parce que on disait qu'elle avait violé le droit international. Donc, je pense que ça va être assez intéressant de voir le mois prochain, quand le Conseil de l'Arctique la présidence tournante du Conseil de l'Arctique va aller au Danemark, donc au Groenland en partie, va jouer un rôle central. Quel genre de priorité les États vont s'entendre pour avancer au cours des 2 prochaines années? Les États-Unis semblent vouloir rebâtir les ponts avec la Russie. Je suis pas certain qu'il y ait un appétit dans ce sens-là pour les autres États arctiques, comme le Canada ou la Norvège. Oui. Parlez-moi peut-être de cet ouvrage. Est-ce que c'est la raison d'avoir écrit l'Arctique et le système international, sécurité, gouvernance et économie, publié au PUC? Est-ce que c'était justement de se repositionner, d'expliquer qu'on est dans un carrefour où on est dans une époque avec plein de questions entre coopération puis redéfinition de tout ça? Ben, je pense c'était aussi de repenser la région arctique dans l'après-Ukraine, on peut dire la période post-2022, où il y a eu beaucoup de questionnements dans la région arctique. Avant, on avait beaucoup de certitudes, on disait, bon, la région est exceptionnelle de par sa coopération, je pense que Magali l'a souligné, sa facette scientifique et environnementale, mais là, il semble qu'il y a quelque chose a changé avec l'invasion. Les institutions qu'on prenait un peu pour acquis, se sont vues plus faibles que l'on pensait. La coopération est suspendue, dans certains cas annulée. Donc, c'est vraiment pour repenser le futur de la région et comment ça allait évoluer la région au vu des développements de post-Ukraine, avec tout le repositionnement géopolitique. C'était aussi une façon, je pense, Magali l'a souligné, de mettre en commun toutes les contributions intellectuelles dans la francophonie, parce que il y a des chercheurs incroyables en France qui travaillent sur l'Arctique et aussi au Québec. Et donc, cet ouvrage-là, c'était aussi pour mettre en scène toute cette expertise des deux côtés de l'Atlantique en français sur ces enjeux-là, parce qu'il y a beaucoup de choses écrites en anglais, mais assez peu en français. Oui, entendu. Il va y avoir aussi une conférence cette semaine, le 25 avril, intitulée « Prédire le futur de la région arctique » à l'École nationale d'administration publique à Québec. Je sais, Madame William, que vous y participez. Qu'est-ce que vous allez y raconter? Vous êtes invitée pour dire quoi? Selon mes axes de recherche, mon propos sera surtout axé sur les problématiques changement climatique, infrastructure, mais également changement climatique et impact sur la sécurité humaine des communautés arctiques. Ouais. Okay. Justement, je vais rester un petit peu avec vous. C'est quoi le concept de sécurité humaine tel que défini par l'ONU? C'est un concept intra-étatique à diverses dimensions. On m'a parlé de 7 dimensions, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ce concept serait adapté, parlant pour les populations des régions arctiques qui font justement face à différentes menaces, c'est pas uniquement militaire, des menaces comme la sécurité alimentaire, par exemple. Alors, c'est un concept qui a été donc créé au sein de l'ONU, mais pour les opérations de maintien de la paix. Donc, c'était plus des États extérieurs qui allaient intervenir dans un autre État parce que la population était en danger. Donc il y a 7 dimensions, il y a plusieurs définitions de la sécurité humaine. Moi je pensais la définition au sens large, avec 7 dimensions. Donc environnementale, alimentaire, sanitaire, économique, personnelle, politique, communautaire. Oui, ça fait 7. Ça fait 7. Et moi j'ai appliqué ce concept en fait en intra-étatique, donc dans le Canada avec ces populations autochtones, parce qu'en fait dans mes entretiens que j'ai fait pour ma thèse auprès des instructeurs blancs des patrouilles de rangers canadiens du Québec, en fait il y avait beaucoup de choses qui touchaient aux enjeux sociaux des communautés qui remontaient. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient en Afghanistan qui m'ont dit que en fait les problématiques qu'ils ont vues en Afghanistan, ils les voyaient également pour les communautés du nord du Canada. Donc c'est des problématiques de comment est-ce qu'on peut arriver à se nourrir de manière saine et peu chère, se loger, se faire soigner aussi. Et donc en fait c'est pour ça que toute ma thèse a tourné sur ces 7 dimensions-là.
On va se mettre en mode solution très très rapidement, professeur Landriot. Comment protéger peut-être ou consolider la collaboration et la gouvernance commune de ces territoires arctiques? C'est une grande question. Et vous avez 1 minute pour y répondre. 1 minute, bon. Je pense que ça passe par des partenariats renouvelés. Ça passe aussi par coopérer avec des acteurs qui ont les mêmes intérêts que nous. Je pense que le Canada a commencé à élaborer davantage la coopération avec les pays nordiques, la Norvège, le Danemark, l'Islande, etc. Ça va continuer. Je pense par contre aussi qu'il faut investir dans les capacités, les ressources qu'on peut déployer dans la région. Parce que la diplomatie, oui, c'est une chose, la coopération, c'est une chose, mais en même temps, il faut que le Canada se demande qu'est-ce qu'on peut offrir à des partenaires possibles, à des alliés possibles. On parlait de la coopération avec la France dans les entraînements canadiens, oui, mais c'est récent. Ça peut sembler étrange, mais c'est récent. Il y a une très grande hésitation longtemps au Canada à permettre à nos alliés partenaires qu'on collabore dans notre région arctique et qu'on utilise les infrastructures ensemble. Donc, c'est vraiment d'investir pour qu'on ait les capacités, les ressources pour être présents, mais aussi pour qu'on ait quelque chose à offrir dans des partenariats avec des alliés et des États qui pensent un peu comme nous, qui ont des intérêts communs avec nous. Je pense que c'est vraiment la base pour aller vers davantage de coopération dans la région arctique. Entendu. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Mathieu Landriot, directeur de l'Observatoire de la politique et de la sécurité de l'Arctique, co-directeur d'un ouvrage, L'Arctique et le système international, sécurité, gouvernance et économie. On mettra le lien dans la page. Et on était en compagnie aussi de Magali Vullierme, chercheuse à l'Observatoire de la politique et de la sécurité de l'Arctique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM. À la régie de cette émission, c'était Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Comme toujours, partagez l'émission autour de vous si vous l'avez aimée. Pour toutes les informations sur nos invités, leurs publications et événements, bref, pour ne rien manquer, consultez la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer tous et toutes une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois